Oh, je vais me mettre là, j'aime bien regarder l'auditoire de façon un peu détaillée. Bon, mon propos va simplement être de vous donner quelques idées sur les débuts de la coopération entre les scientifiques et les médecins. Il sera beaucoup moins technique et intéressant que celui de M. Benabid, mais nous allons voir comment des problèmes qui étaient, semble-t-il, difficiles auparavant ont réussi à être résolus dans le contexte grenoblois. Comme vous le savez, la faculté de médecine n'existait pas avant 62-63. C'était une école qui était située rue Lesdiguières et qui faisait une grosse propédeutique médicale, puis envoyait ses étudiants à Lyon. C'était une annexe, finalement, de la faculté de médecine de Lyon. À la suite d'un scandale obscur correspondant à des problèmes d'enseignement et surtout de contrôle de cet enseignement, les Grenoblois ont tapé sur la table et ont réussi rapidement, en 1963, à obtenir la création d'une faculté de plein exercice qui a commencé à se développer progressivement à partir de 1963. Lorsque, en 1968, se sont produits les mouvements étudiants que vous connaissez, qui n'ont d'ailleurs pas été extraordinairement contraignants à Grenoble, le dénommé Garfort a complètement rénové l'université en créant à la place des facultés des universités soi-disant autonomes. Ces universités ont résulté de groupements d'anciennes facultés ou de morceaux d'anciennes facultés qui sont d'ailleurs différents suivant les endroits. Par exemple, je crois qu'à Bordeaux, c'est le droit et la médecine qui ont été réunis. En tout cas, à Grenoble, c'est la médecine et les sciences réunies dans une université scientifique et médicale qui prendra ultérieurement le nom de Joseph Fourier, qui, comme vous le savez, était un préfet de Napoléon, qui a, à Grenoble, pendant 13 ans, développé un domaine scientifique fondamental. L'ancienne faculté de sciences s'est trouvée alors devant un problème, ou plutôt deux problèmes, assez compliqués. Le premier, c'est un divorce, parce que toutes les écoles d'ingénieurs qui avaient formé l'essentiel de la faculté des sciences dans la première partie du XXe siècle lui étaient retirées pour former une université indépendante qu'on a appelée Institut national polytechnique. Donc, tous ces éléments-là qui étaient complètement liés avec les scientifiques, le personnel étant commun, les laboratoires étant mélangés, il fallait les séparer et en faire deux entités complètement différentes. Heureusement, monsieur le professeur Néel a été nommé président élu, président de l'INP, et la séparation entre les deux s'est produit non sans problème, mais en tout cas sans effusion de sang, contrairement à d'autres endroits. La deuxième question, qui était plus grave encore, était un mariage imposé. Un mariage imposé entre la faculté de médecine, toute jeune, c'était donc de la pédophilie, qui commençait à peine à être adulte et qui n'avait pas du tout le sentiment que c'était intéressant pour elle d'être liée avec les scientifiques. Tout à fait au début, en effet, les médecins avaient cette idée tout à fait raisonnable que depuis 2000 ans,
la médecine était gouvernée par des médecins et pas par d'autres, et par conséquent, le doyen de l'époque était hostile à la direction par un scientifique. Cependant, j'ai été très profondément partisan d'un développement scientifique d'une partie de la médecine. J'ai plusieurs médecins dans ma famille et dans mes enfants. Et c'est ça qui m'a conduit à me présenter dans cette épreuve assez folle de la présidence de cette première université. Et mon problème fondamental était de faire vivre ensemble et collaborer les deux entités qui venaient d'être fusionnées. Ce n'était pas du tout évident parce que, comme je l'ai dit, la faculté de médecine de Grenoble était toute jeune, mais surtout, elle provenait d'une faculté prestigieuse qui a été fondée, je crois, au XIIIe siècle et qui est à Lyon et qui, par conséquent, couvrait de son autorité toute la région. Il fallait trouver pour ces médecins une voie et un avenir. Et il se trouvait que nous avons pu profiter d'une véritable révolution qui s'est produite à la même époque, c'est une circonstance exceptionnelle, dans la technologie médicale et dans ses applications. En effet, la robotique, l'analyse physico-chimique, les problèmes d'imagerie ont vu le jour à cette époque. Et alors, les Grenoblois n'étaient plus très en retard sur les Lyonnais, puisque personne ne faisait ça avant. Au contraire, ils étaient bien placés parce qu'il y avait à l'université toute une série de travailleurs qui étaient prêts à coopérer, et surtout parce qu'il y avait, M. Benhabid en a abondamment parlé, le Centre d'études nucléaires, une émanation du CEA créée par M. Nel, qui l'a dirigé d'ailleurs au début, qui s'était installé à Grenoble. Le professeur Nel avait ouvert très largement ses laboratoires aux universitaires. C'était des laboratoires très bien équipés, donc les universitaires dynamiques qui étaient installés. Et surtout, il avait donné une carte blanche à un ancien officier de marine, M. Michel Cordel, dont je ne cesserai pas de chanter les louanges. C'était un homme exceptionnel qui a su comprendre l'évolution des technologies, de la mesure, de la robotique et de toute la microélectronique. À l'université, à la suite de M. Nel et de Veil, la plupart des laboratoires de physique s'occupaient des isolants ou bien des conducteurs et leurs propriétés magnétiques. Mais M. Cordel a su jouer le rôle, la carte des semi-conducteurs. Et ces semi-conducteurs qui, vous savez que les premiers essais, c'est 62, 63, qui commençaient à peine à sortir, ont été la base de toute une nouvelle génération extrêmement importante de matériel de mesure et d'imagerie. D'autre part, le CA apportait aussi sa compétence dans le domaine nucléaire, et de ce côté-là aussi, les problèmes d'utilisation de substances radioactives étaient en pleine expansion. Alors, M. Benhabid a cité, et Madame la Présidente également, un essai que nous avons fait avec le CEA pour montrer ce qu'il en était, entre l'université CEA et la société CGR,
de faire le premier imageur de résonance magnétique, IRM, qui a eu lieu en France et qui a été installé à l'hôpital. Bon, la société Thomson, qui était la société mère de la CGR, a vendu la CGR aux Américains qui l'ont aussitôt tué. Donc le problème est sorti de France. Mais heureusement, il y a des tas d'autres applications qui ont pu jouer. La faculté de médecine, qui a maintenant, très récemment encore, construit dans le cadre du CHU deux grands bâtiments, dont l'un est dédié aux neurosciences. La faculté de médecine s'est développée très rapidement parce que, finalement, les médecins ont compris très vite où était l'ouverture. Ils ont très vite, sous l'action de doyens dynamiques, dont M. Sarrazin parlera tout à l'heure, ils ont très vite compris qu'il fallait jouer le jeu de ces possibilités techniques nouvelles et que les physiciens, les chimistes et surtout les informaticiens de l'université pouvaient les aider. Dans toutes les opérations que vous a montrées M. Benabid, on peut difficilement distinguer ce qui est médecine ou ce qui est physique ou ce qui est informatique. Tout ça est mélangé complètement. Et le fait qu'à Grenoble, ces disciplines étaient complètement ensemble au CEA ou voisines entre le CEA et la faculté des sciences, dans une petite ville, comme a dit M. Benabid, où les communications sont rapides et dynamiques, a provoqué une coopération qui a été unique en France. Et je crois qu'en 40 ans, la faculté de médecine a acquis en France une réputation très grande et même au point de vue international, une grande application. Je voudrais, pour donner une petite idée du rayonnement scientifique ou technologique de Grenoble, citer une des actions que nous avons menées. Le président, M. Wang Zhonyi, de la... pas de la faculté, ça s'appelait d'ailleurs disons la faculté tout simplement de Shanghai, m'a contacté dans les années 88, 87, pour me dire une chose tout à fait surprenante. À l'université médicale de Shanghai, un groupe d'étudiants, depuis toujours, faisait toutes leurs études médicales en français. Et les professeurs leur faisaient les cours, qui étaient des Chinois, bien sûr, en français. C'était l'héritage de la création de cette université par des jésuites français en 1902, sous le nom de John Donne, l'éblouissante aurore. Et cette université a continué à avoir au moins un groupe d'étudiants qui faisaient ces études-là. Seulement à cette époque, nous trouvons donc en 87-88, les professeurs formés par les jésuites, ils commençaient à avoir une sérieuse bouteille. Et il fallait les remplacer. Il fallait les remplacer et on ne savait pas comment, si on voulait conserver le truc. Si bien que grâce à la région Rhône-Alpes et à son vice-président Alain Mérieux, nous avons trouvé une solution qui a consisté premièrement à créer au sein de l'université de Shanghai un centre de formation français technique pour commencer à former les professeurs qui voulaient faire leurs cours en français, et ensuite recevoir ces professeurs au CHU de Grenoble, où ils faisaient un stage de très longue durée, plus d'1 an en général, dans le service de leur spécialité, pour y apprendre
la technique française parce qu'elle a une très bonne réputation en Chine, contrairement à la physique, pas terriblement développée en Chine, c'est pas la France, et plutôt par les États-Unis. Donc, malgré que je sois physicien, j'ai joué la carte de la médecine à cette époque-là. Et finalement, nous en avons depuis 89 reçu 45 en 15 ans à l'université, au CHU de Grenoble, pour former tout le cadre des enseignants de médecine à Shanghai. En particulier, Madame Xia Rong, qui a fait sa thèse chez M. Benabid, est restée plus de 3 ans en France, et elle est maintenant professeure d'anatomie à Shanghai. Voilà donc, à mon avis, ce qui a permis, entre autres, de diffuser la grande valeur de la coopération scientifique et médicale de Grenoble. Bon. Je crois maintenant qu'il n'est plus question, comme il a été question tout à fait au début, d'une séparation violente des mariés de force, et que depuis 1971, les dirigeants de l'université Joseph Fourier ont été alternativement, très régulièrement alternativement, des scientifiques ou des médecins. Et à l'heure actuelle, c'est M. Patrick Lévy, qui est un médecin, qui est le président de l'université Joseph Fourier. Donc voilà l'histoire de notre centre ici. Et je vous en remercie. Doyen honoraire de la faculté de médecine de Grenoble, le professeur Sarrazin a exercé l'art de la chirurgie à l'hôpital de Grenoble, comme professeur d'anatomie et de chirurgie et comme chef de service de chirurgie thoracique et générale. Il nous emmènera de la mesure à la robotique. Monsieur Sarrazin, vous avez la parole.